Donc bonjour à toutes et à tous et aux personnes non binaires. On vous remercie de votre présence ce matin pour cette conférence. Merci de nous avoir choisis plutôt que de faire la grasse matinée ou d'aller à la messe. Donc d'abord on va se présenter parce que je sais que vous avez de très bons yeux, mais c'est très petit. Donc on va quand même faire une présentation dans les règles de l'art. Bonjour, donc je m'appelle Hunt, je suis rédactrice sur le jeu de société, je suis notamment rédactrice en chef de Plateau Magazine et pigiste à Canard PC. Et juste pour aller avec le thème de la conférence, je précise qu'aucun de ces deux magazines n'utilise le terme critique. Plateau, historiquement, parle de chronique de jeu, et il y a beaucoup de choses derrière, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout l'historique. Et par contre, Canard PC, lui, avec son historique vidéoludique, parle plutôt de tests. Donc voilà, je suis venue vous parler d'un sujet sur lequel je ne sais rien, puisque je ne le pratique pas. Donc moi, je suis Paul Gara. Alors, je vous rassure, ce n'est pas mon vrai prénom. Ça aurait pu, mais voilà, c'est une référence pour ceux qui se posaient la question à Paul Gara la sorcière dans les livres de David Eddings. Donc Paul Gara la sorcière, le ton est donné. Voilà, on va parler de critique, voilà, ça met tout de suite les bases. Je suis ce qu'on appelle, avec ce terme magnifique, créatrice de contenu. Ça veut bien dire qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. J'anime un podcast que j'ai nommé avec beaucoup d'égocentrisme Le Point de Paul Gara, qui est donc consacré aux jeux de société, aux jeux de rôle. Et puis je suis membre du jury du prix Lizzie Maggie. Alors, je vais le dire en préambule, en tout cas pour ma part, je ne sais pas pour toi, Hunt, moi j'utilise le féminin générique, donc ce ne sera pas la peine de me poser la question de pourquoi j'aurais dit les joueuses ou voilà, les créatrices de contenu. Mais je vous rassure, le conditionnement revient et il m'arrive parfois d'utiliser le masculin. Donc voilà, ce sera une erreur de ma part ou ce sera très volontaire et il y aura du sens à en donner. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi on pose comme sujet de conférence la critique ludique est-elle politique ? Ça veut dire qu'on postule déjà que la critique ludique existe. Et ça, on peut en douter. On pourrait même dire, avec beaucoup de provocation, que non. Donc là, c'est un peu pour susciter l'attention. Mais oui, la question déjà, c'est comment définir la critique ludique ? Est-ce qu'elle existe vraiment ? Oui, elle existe, mais de façon très marginale. Et ça vaut le coup, en fait, de la définir. Parce que si on la définit, on prend le temps de la définition, on va constater que de facto, elle est politique, et ce à plusieurs titres, parce que la notion de politique, en fait, elle est déjà elle-même protéiforme. Du politique, on en trouve dans différents aspects, et c'est un peu ce qu'on va vous proposer d'examiner ensemble. Il faut savoir que les contenus qui sont en lien avec le jeu de société, c'est beaucoup le fruit de personnes qui ne sont pas professionnelles, qui vont produire des émissions, des articles par l'intermédiaire de supports très variés. Et donc, on observe des pratiques très différentes. Donc, c'est difficile de trouver un tronc commun de prime abord. Du coup, je vais faire quelque chose qui n'est pas très satisfaisant intellectuellement. On va dire ce qui n'est pas en tout cas selon moi, Hunt ne partage peut-être pas exactement la même position, ce qui n'est pas de la critique ludique. Et comme ça, une fois qu'on aura enlevé tout ce que ça n'est pas, peut-être qu'on on pourra essayer une définition. Alors la critique ludique, ce n'est pas une explication de règles. Et des vidéos règles, on en connaît, qu'on a vu beaucoup récemment. Il y en a beaucoup sur les différents supports. Mais la critique ludique n'est pas une explication de règles. La critique ludique, ce n'est pas non plus un format ou un article qui est réalisé en collaboration commerciale avec un professionnel du monde ludique, que ce soit l'éditeur, le distributeur ou bien même autrice de jeux. Voilà, ce n'est pas un format commercial, en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence et qui a un cadre légal. On parle bien de prestation de service qui est rendue à titre onéreux. La critique ludique, ça ne va pas non plus être un unboxing, où on va découvrir le matériel du jeu, ses illustrations. Alors on verra que l'aspect matériel de jeu, illustration, peut rentrer dans les questionnements de la critique, mais un simple unboxing, ça n'est pas de la critique. La critique ludique, ce n'est pas non plus un post Instagram de présentation succincte du jeu, avec ou sans maquillage, avec ou sans photo léchée. Ça, ce n'est pas non plus de la critique. Plus polémique peut-être, la critique ludique, ce n'est pas l'expression d'un simple avis. Et là, peut-être que ça commence, peut-être certains d'entre vous, certaines d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça. Et je pense qu'on peut en trouver d'autres. De ce que ça n'est pas, là, un peu comme moi, président, ce n'est pas de la critique ludique. Alors moi, je vais vous proposer une définition qui est très personnelle de ce qu'est la critique ludique à mon sens, et qui vient vraiment de façon empirique. Pour moi, la critique ludique, c'est un éclairage subjectif donné sur un jeu qui va combiner une analyse des mécaniques proposées et des sensations de jeu, tout en s'interrogeant sur la place du jeu en question dans le monde ludique. Elle va répondre
à 2 séries de questions. Qu'est-ce que le jeu apporte aux médias ? Est-ce qu'il est innovant ? Dans quel courant s'inscrit-il ? Quel est son propos tant thématique que mécanique ? Et ensuite, l'autre série de questions, c'est qu'est-ce que ce jeu suscite en moi comme émotion ? Comment y parvient-il ? Alors, à la lumière de ces questions, on a identifié les différents aspects que la critique ludique va aborder et en quoi ces aspects sont forcément éminemment politiques et là où la critique, selon nous, a toute sa place à prendre. Sachant que moi, ce qui m'interroge directement quand j'entends ta définition, sur laquelle, alors, pour tout dire, on ne s'est pas mis d'accord sur tout pour réussir à aller un peu plus loin que le propos en échangeant face à vous. Et finalement, tu reviens à la fin dans ta définition sur la critique ludique, ça concerne un jeu, alors que j'ai l'impression que tout ce qui était dit avant, la critique va concerner les jeux, le milieu ludique. Et voilà, ça c'est une question que moi je suis beaucoup amenée à me poser dans ma pratique. Qu'est-ce qui rentre finalement dans le papier qui parle du jeu et qu'est-ce qui rentre dans tous les articles annexes ? Est-ce que quand on fait un article de fond, on est encore dans la critique ludique ou pas ? Ouais, c'est vrai ce que tu pointes. Je parle de jeu effectivement, mais on peut dire que c'est presque un terme générique parce que lorsqu'on va parler d'un jeu, on va aussi s'interroger sur la façon dont il a pu être produit, sur son circuit de distribution, sur les intentions, sur la politique, sur les personnes aussi qui font les jeux. C'est des considérations qu'on peut également avoir. Donc, en réalité, le jeu, c'est un terme un peu fourre-tout là pour examiner tout ce qui va tourner autour du jeu. Si on considère qu'on attend de nous beaucoup de parler de jeu, en fait. Et on va voir qu'on parle d'autre chose, on ne parle pas que de jeu dans la critique. Tout à fait. En fait, on remet le jeu dans son contexte. Et d'ailleurs, avant de faire ça, je vais peut-être me remettre moi dans mon contexte parce que ça va influer la façon dont je vous parle et la façon dont je parle de jeu. Je suis sociologue. Et ça oriente la façon dont je fais de la critique ludique, très clairement. Je suis militante, et ça oriente la façon dont je fais de la critique ludique. Attention, je ne suis pas en train de dire que si je n'étais pas militante, ma critique ne serait pas orientée, elle serait orientée différemment. Choisir de parler de quelque chose ou de ne pas en parler, choisir un angle, il y a toujours un angle, donc on fait toujours de la critique ludique de façon orientée. Et c'est important de savoir qui parle pour aller regarder quelles sont les orientations derrière. Donc le premier point, je ne sais effectivement pas si vous arrivez à lire, du coup ça fonctionne, ok. Donc le premier point, c'est la fonction culturelle de la critique. Et en prenant mes notes en venant, je me suis dit que c'était très compliqué de séparer la fonction culturelle de la critique et la fonction culturelle du jeu. Donc on va un peu passer de l'un à l'autre, mais l'idée c'est bien qu'est-ce qu'on raconte sur ce jeu. Et donc cette fonction culturelle, ce serait replacer ce jeu dans son contexte, notamment dans l'histoire ludique. Donc, qu'est-ce qu'il apporte d'innovant, ce jeu ? Qu'est-ce qu'il essaye d'apporter mécaniquement ? Qu'est-ce qu'il essaye d'apporter thématiquement ? Et comment on le replace dans toute l'histoire du jeu ? Ce qui éloigne un peu de la question, justement, du guide d'achat et de est-ce qu'il faut acheter ce jeu maintenant ? Parce que des fois, ça rentre complètement en contradiction. Ces dernières années, sur les jeux de bluff, moi, je me suis souvent retrouvée à jouer à un jeu de bluff et à me dire oui, ça apporte exactement la même chose que Toc Toc Toc, qui est un jeu de 2004-2005, quelque chose de cette époque-là. Sauf que Toc 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 n'est plus sur les étals. Donc, que fait le ou la critique ludique face à ça ? Qu'est-ce qu'il va conclure dans son article sur c'est pas innovant et en même temps, si vous voulez jouer à quelque chose qui ressemble à ça, eh bien, vous avez intérêt à jouer plutôt à ça parce que le reste n'est pas disponible. Il y a autre chose par rapport à cette fonction culturelle que je voudrais discarder tout de suite, c'est la question du jeu comme outil. Dire que le jeu est un objet culturel et dire que la critique ludique va regarder la fonction culturelle du jeu, ce n'est pas forcément lui donner une fonction d'apprentissage, une fonction de message ou quoi que ce soit. Le jeu outil, c'est un truc dont on parle beaucoup, avec des frontières d'ailleurs un petit peu floues entre ce qui relève du jeu, ce qui relève de l'outil et puis tout ce qu'il y a entre les deux. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle surtout parce que du point de vue de la recherche, ça a été très facile pendant longtemps d'obtenir des financements si on disait c'est utile médicalement, c'est utile d'un point de vue éducatif. Et du coup, la recherche s'est beaucoup consacrée là-dessus. La légitimité du jeu s'est beaucoup fondée là-dessus avec l'éducation nationale qui a commencé à parler jeu, etc. Un des rôles de la critique, ça va être aussi d'aller chercher la légitimité du jeu pour jouer, et c'est pas parce que le jeu est pour jouer qu'il a pas une fonction culturelle. Même si on n'y apprend rien, en fait, il va forcément se passer, même s'il n'est pas conçu pour qu'on y apprenne quelque chose, il va forcément se passer quelque chose avec. Tu m'interromps si tu veux, si tu veux réagir.
Alors, ce qui me semble intéressant par rapport à cette fonction culturelle de la critique, premièrement, c'est que ça oblige à montrer l'intérêt des mauvais jeux. Et parfois à se dire, ce jeu-là, vraiment, n'y jouez pas, ne le retenez pas, mais il s'est passé un truc. Je pense par exemple à un jeu qui s'appelait Holding On, la vie trouble de Billy Kerr, je crois que ça s'était retrouvé traduit. N'y jouez pas, vraiment. Enfin, c'était terrible. C'était tout ce dont on n'a pas envie. C'était répétitif. C'était un jeu coopératif où vraiment à toutes les parties, il se passait la même chose d'un point de vue mécanique. Par contre, d'un point de vue thématique, je crois vraiment que c'est un des premiers jeux qui a essayé de parler de vie humaine, de la vie humaine dans l'histoire. C'était en fait l'histoire d'une personne en soins palliatifs qui se retrouvait à échanger avec le personnel soignant sur sa vie. Et sa vie, c'était des événements personnels, mais aussi une enfance dans l'Irlande en plein conflit indépendantiste. Alors, il y avait énormément de choses dedans. Et ce jeu, pour moi, il a marqué un tournant qui mène aujourd'hui probablement à des produits culturels beaucoup mieux faits, où la mécanique est intéressante et la thématique est intéressante et on a tout au même endroit. Il n'empêche que c'était lui le premier. Donc on est obligé de se poser la question, voilà, si on regarde la fonction culturelle du jeu, de qu'est-ce qu'on fait des mauvais jeux, pourquoi ils sont parfois plus intéressants que les bons. L'autre chose... sur les mauvais jeux, je souscris complètement. C'est très très important de continuer à jouer aux mauvais jeux, d'en parler et de ne pas les taire. Beaucoup de créatrices de contenu ont ce postulat de dire comme je ne le fais pas en plus de façon professionnelle, je ne vais parler que de ce que j'aime. Chacun fait ce qu'il veut, chacune fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. Moi, c'est un parti pris auquel j'adhère pas du tout. Je pense qu'au contraire, d'abord, c'est bien de jouer au mauvais jeu à titre personnel. J'encourage toujours les gens à aller, alors jamais à acheter, parce que j'essaye de pas encourager à acheter. Sauf que Toulouse Médaille, vous pouvez acheter ce jeu extraordinaire et je ne touche pas de commission, mais c'est ma seule limite. Mais en fait, vraiment, essayer de jouer au mauvais jeu, parce que ça participe aussi de la culture ludique, ça donne aussi des points de comparaison. Et dans ce qu'est la critique, de dire que qu'il existe des mauvais jeux, c'est très important. Aujourd'hui, on a une tendance à dire il n'y a plus que des OK games. C'est totalement faux. Il y a des mauvais jeux. Et un mauvais jeu, c'est pas juste un jeu qui serait cassé parce qu'il ne fonctionnerait pas. Je vais faire une analogie que j'ai déjà reprise sur le lave-linge. Si vous avez un lave-linge qui ne fonctionne pas, c'est un mauvais lave-linge. Si vous avez un lave-linge qui lave vos vêtements, mais il est rétréci, le lavage dure 6 heures, ça consomme énormément d'eau, et puis vous avez plein de traces de lessive sur vos vêtements. Ok, vos vêtements sortiront propres. Est-ce que vous allez dire que c'est un ok lave-linge? Non, vous direz que c'est un mauvais lave-linge. C'est exactement pareil pour les jeux. Vraiment, il y a des mauvais jeux, il y a des jeux ok, il y a des bons jeux, et de faire l'effort de le dire, de le nommer, c'est aussi attirer l'attention sur la diversité des jeux, le fait que les créations ne sont pas parfaites, et c'est aussi de ça qu'on s'enrichit pour ensuite mieux apprécier les bons jeux, entre guillemets. Avec évidemment toute la subjectivité qui rentre en compte quand on essaie de déterminer ce qu'est un bon jeu et ce qu'est un mauvais jeu. Et là, on touche à quelque chose qui personnellement m'intéresse ou m'interroge surtout beaucoup, qui est ne pas discarder ce qu'on va assimiler à de la culture pop dans le jeu. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on se retrouve, à mon sens, avec les jeux pour experts, les jeux pour moi, je suis dans le milieu ludique depuis 20 ans, donc je sais que celui-là, vraiment, il apporte quelque chose. Et toi, ton jeu, ouais, je vois bien que tu t'amuses, mais tu t'amuses parce que tu n'y connais rien. Ça, c'est vraiment la posture que je ne veux pas avoir en tant que critique, que je ne veux pas avoir en tant que joueuse non plus, d'ailleurs, et qui, pourtant, affleure à chaque fois qu'on essaie de déterminer ce que la critique ludique peut faire d'intéressant. Et notamment, pour continuer sur cette fonction culturelle de la critique ludique, j'ai parlé de replacer le jeu dans son époque, dans le milieu ludique, mais en fait, il faut aussi replacer le jeu dans son époque tout court. Aller regarder, justement, le monde du jeu, il s'élargit, comment ça influe la production et comment ça influe notre vision du jeu, et puis les thématiques, elles ont forcément des liens avec une actualité. Il y a des choses, voilà, ces dernières années, on a eu 1500 jeux sur les fleurs et les petits oiseaux. Il n'y a pas de miracle sur pourquoi c'est après 2020 qu'on se retrouve avec des jeux là-dessus. Et je voudrais faire un parallèle avec justement ce qui pourrait être critique ciné et série, et on va revenir sur cette question de la culture populaire. Moi, il y a une série que je n'aime pas, mais qui me fascine, c'est Smallville.
Parce que depuis que je suis ado, je suis persuadée que Smallville est un héritage de la tuerie de Columbine. Qu'est-ce qu'on fait dans Smallville ? On a plein d'ados qui ont plein de problèmes d'ados, des fois des trucs très très forts, mais celui d'entre eux qui s'en sort le mieux, c'est celui qui va tout dire à ses parents et qui a une relation très très proche et de confiance avec ses parents. Et moi je pense qu'on ne peut pas lire Smallville sans regarder les tueries de masse dans les collèges et justement des ados qui n'avaient pas forcément de repères familiaux, etc. Et je pense qu'il faudrait qu'on essaye de faire pareil avec le jeu de société, et ça demande de s'intéresser aux objets pop, et ça demande de s'intéresser aux jeux populaires, qu'un expert pourrait avoir tendance à dire « bon, ça, c'est pas intéressant pour moi parce que ça ressemble à plein de choses qu'on connaît déjà ». En fait, il y a des petits trucs à trouver un peu partout. Je t'avais prévenu que je parlerais de Smallville. Oui, je fais le compte. Arriver à 10 fois, je pense que je te donne un gage. C'est fini. Oui, juste, pour toi c'est ok juste sur la fonction culturelle ou... Oui, ouais, ok. Ouais, il y a aussi quelque chose de très éclairant sur pourquoi il y a une fonction culturelle et de replacer le jeu dans son histoire. C'est aussi l'idée que quand on est critique, on va analyser donc le jeu dans son histoire, dans les courants, dans ce qu'il apporte à telle mécanique, les évolutions. Il y a vraiment l'idée aussi de créer de la ressource. Par exemple, quand je prépare des émissions, ça m'arrive de taper juste un nom de jeu pour voir quelle ressource, si je trouve de l'analyse, parce que si vous tapez des noms de films, des noms de livres ou même de jeux vidéo, vous allez pouvoir trouver des sites, des blogs amateurs aussi, dans lesquels vous allez avoir des analyses, de la ressource à trouver. Si vous tapez un nom de jeu, vous n'aurez que des sites de boutiques en ligne. Voilà, ça c'est vraiment... Alors, peut-être que dans le monde anglophone, ce n'est pas le cas, mais si vous cherchez des ressources francophones, vous ne trouverez pas grand-chose. Et pareil pour les analyses, plus que ce soit des analyses qui ne seront pas des analyses universitaires, mais de vulgarisation, vous allez trouver beaucoup plus sur le jeu vidéo. Vous pourrez en tirer des conclusions sur le jeu de société. Et je pense que la critique ludique, elle doit aussi s'inscrire dans l'idée de créer des ressources, des grilles d'analyse, des clés d'analyse qu'on peut après s'approprier. On ne savait pas dire qu'on doit les prendre pour argent comptant et dire amen et que tout nous convient. Non, on a le droit aussi de les questionner, ces analyses. C'est ça qui est intéressant. Et donc, je pense que la fonction de la critique, c'est aussi de créer ces ressources, de créer ces lieux d'échange et de proposer des grilles d'analyse qui pourront être débattues et qui vont évoluer et qui ne font qu'enrichir le média jeu de société en réalité. Voilà, ça c'est... Et je trouve qu'on participe aussi à la création de ce patrimoine. On va parler maintenant de la fonction esthétique. Là, on a beaucoup parlé du jeu comme objet culturel et presque on peut aussi se poser la question de savoir si le jeu pourrait être un objet artistique, un art au sens de ce qu'est l'esthétique, c'est-à-dire la philosophie de l'art. C'est là où moi je suis pas complètement d'accord parce que en vrai, en philosophie de l'art, il y a l'agréable et il y a le beau. Le beau avec un B majuscule, et l'agréable, c'est effectivement mon goût. Je prends du plaisir à jouer, c'est agréable, c'est mon goût subjectif, c'est mon avis, etc. Et il y a le beau, et le beau ne se discute pas en réalité. Le beau est un absolu. En philosophie de l'art, je vous vois rire, Monsieur Kermarek, mais c'est vrai. Et le beau s'oppose à l'utile et au fonctionnel. L'art ne sert à rien, il n'est pas utile, et il n'a pas de fonction, si ce n'est d'être belle. Et donc d'être belle pour être appréciée. Et ce qui est drôle, c'est qu'on dit souvent que le jeu doit être improductif, il n'est pas utile. Donc, quelque part, le jeu a une relation avec l'art. Donc, moi, je milite beaucoup parce que oui, dans la critique, il y a du subjectif, et bien sûr qu'on a des biais, on a nos biais culturels propres, nos biais sociaux. Et bien sûr, on va avoir nos goûts. Alors après, on pourrait parler de ce que c'est le goût et surtout le dégoût pour les goûts des autres. Moi, je crois vraiment qu'on peut prôner une vision du beau, y compris dans le jeu de société. Je dis pas que je sais comment le faire, je dis pas que j'ai la clé ou que c'est moi qui l'imposerai au reste du monde, mais je crois qu'on peut avoir cette démarche de rechercher quelque chose qui serait absolu. Et il y a aussi des jeux conçus comme des œuvres qui font consensus. Donc, est-ce que ce serait ça qu'il pourrait y avoir du beau ? Analyser le jeu aussi dans sa fonction esthétique. Alors là, je vais reprendre aussi des outils d'analyse parce qu'on va avoir un esthétique, un sens un peu différent de celui de la philosophie de l'art. C'est comment analyser dans la critique ludique le jeu. Et il y a un cadre d'analyse. J'ai parlé d'interroger ses sensations, ses émotions
en jeu. Il y a un cadre d'analyse qui peut être utile, qui est le cadre MDA, donc mécanique, dynamique, esthétique. Alors parce qu'en anglais, esthétique, ça s'écrit avec un A. Donc c'est pour ça que c'est MDA et pas MDE. Mécanique, vous comprenez tous et toutes ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va réfléchir sur ce qui compose le jeu, le système, parce que le jeu doit être vu comme un système de règles qui fonctionnent, qui s'imbriquent entre elles et qui produisent déjà, sans même que les joueuses jouent encore, ont déjà toutes des interactions entre elles qui sont prévues par l'autrice. Ensuite, on a les dynamiques. Les dynamiques, c'est ce qui se passe au cours de la partie. Ça va être le moment où les joueuses vont activer le jeu et donc interagir avec le jeu. On peut avoir de l'interaction dans ce cas-là qui va être forte ou pas. Donc pas très forte. On connaît tous les roll and write ou voir le puzzle. Le puzzle est quand même. Il y a une interaction avec ce que le puzzle propose. Si on considère que le puzzle est un jeu, on peut avoir de l'interaction très forte. Là où ça va être carrément, le jeu va susciter des interactions entre joueuses. Donc les dynamiques, c'est vraiment les comportements qui vont surgir de la mise en œuvre de toutes les mécaniques de jeu. Et ensuite, il y a l'esthétique. C'est là vraiment au sens des émotions. On va interroger nos émotions. Ça, pour moi, c'est vraiment une grille d'analyse qui est intéressante parce qu'elle part des mécaniques, donc elle a une approche assez objective et on part de l'objectif pour en tirer du subjectif. On voit que là, on est dans des choses un peu plus théoriques, mais qui vont permettre aussi aux critiques d'interroger ces émotions, comment on ressent ces émotions, pourquoi, et forcément dans les émotions il y a il y a des aspects politiques parce que nos émotions elles ne sont pas notre capacité à ressentir nos émotions elles sont liées aussi à tout ce qui entoure le monde et souvent même la manifestation des émotions, la formalisation des émotions c'est un acte politique. On est dans une société où la formalisation des émotions n'a pas été pendant très longtemps, j'ai l'impression que c'est quand même on progresse mais c'est pas très valorisé. Questionner ses émotions. Et questionner ses émotions, c'est éminemment politique, en réalité. C'est s'autoriser à réfléchir sur soi. Et c'est un sujet, on le voit, il y a de plus en plus de jeux qui proposent de se questionner ses émotions. C'est politique. Ça peut-être paraît moins que si on parle effectivement de sujets comme l'écologie ou ce genre de choses. Et pourtant, c'est déjà une démarche politique de questionner ses émotions. Oui, effectivement, on peut même mettre un petit point féminisme là-dessus, qui est qu'effectivement, il y a un côté, je vais mettre tous les guillemets du monde, mais il y a un côté truc de gonzesse à aller interroger ses émotions, et que vont faire les critiques qui, comme le milieu, sont majoritairement masculins, vont-ils oser aller regarder cette partie-là ? Il y a d'ailleurs quelque chose dans la subjectivité du critique qui est intéressante par rapport à cette question d'émotion, c'est que l'émotion, on n'a aucune vocation à dire « vous allez avoir exactement la même émotion que moi » en jouant à ce jeu. Et donc il y a une question de positionnement qui est intéressante et qui d'ailleurs, je pense, traverse les médias pour lesquels je travaille, qui est est-ce qu'on personnalise le critique jusqu'à ce qu'il puisse être au maximum subjectif et dans son émotion quand il ou elle écrit son texte. Je sais que... je sais pas, je vais me prendre comme exemple, c'est pas plus con qu'autre chose. Je sais que Hunt, elle aime pas trop les roll and write, et puis elle aime pas trop quand il y a des interactions méchantes. Donc, à la fois, s'il y a un jeu à interaction méchante qu'elle a aimé, peut-être que celui-là, il a quelque chose de plus que les autres, ou peut-être que quand elle dit oui, c'était trop méchant, il va falloir se détacher parce que ça correspond pas à mes goûts. Ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'avoir une vision aussi large que possible pour embrasser le plus de goûts possible et donc donner quelque chose qui dit en moyenne, ça va vous procurer ça comme émotion. J'ai l'impression qu'aucun des deux n'est possible et que du coup, moi j'ai que des questions à partir de maintenant dans la conférence, j'ai plus que des questions pour vous, j'ai pas de réponse. Mais il y a cette question-là qui me semble intéressante de la personnification du ou de la critique et donc de comment ça va jouer pour parler de cette notion d'émotion. On va passer au point suivant et qui est aussi en lien. La critique et la fonction commerciale. Alors là, c'est une non-fonction. Enfin, selon moi, selon nous, c'est aussi. L'axe de cette conférence, c'est très personnel. On ne dit pas que c'est ce que tout le monde pense et la façon dont tout le monde voit la critique. La fonction commerciale. Pour moi, la critique doit être totalement décorrélée du commercial. La critique n'est pas là pour faire vendre, elle n'est pas un guide d'achat, elle n'est pas une incitation à la vente. C'est pour ça aussi que tout ce qui est tout ce qui est rémunéré ne rentre pas dans la critique.
J'aurais même tendance à dire que la critique n'est pas là pour vous dire de jouer à tel ou tel jeu, même si elle peut, avoir... c'est pas des recommandations, mais elle peut pointer des jeux ou pas, et après ça peut donner envie aux personnes d'y jouer ou non. Mais en réalité, pour beaucoup, je pense que la critique s'adresse à des personnes qui ont déjà joué au jeu en question, si on parle d'un jeu, et qui vont donc lire la critique comme une sorte d'éclairage supplémentaire pour peut-être aider à formaliser, parce que tout le monde n'a pas le temps, le loisir de s'interroger en détail sur ce qu'il a ressenti, comment il a analysé le jeu. On n'a pas tous le temps, on n'a pas tous l'envie, et lire une critique, c'est aussi avoir un éclairage supplémentaire sur des choses qu'on a pu pressentir, mais pas forcément formaliser, exprimer, parce qu'on sait que c'est très différent de ressentir quelque chose et de le formaliser. On n'est pas exactement au même stade. Donc, il y a déjà ça. En fait, pour moi, la critique, elle se lirait presque après coup. Ça, c'est très perso. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur ce point. La critique, elle doit s'affranchir aussi des stratégies commerciales et marketing. Je disais, elle n'est pas là pour faire vendre. Là, je vais vraiment parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Les éditeurs de jeux, alors je ne dis pas qu'ils sont tous méchants, c'est pas ça, mais forcément, eux sont là pour vendre leur jeu, c'est normal. Donc, ils font des fiches produits avec des termes, des mots-clés. Et ce qu'on observe, c'est que quand même, dans les créateurs et créatrices de contenu, on retrouve sur un même jeu beaucoup des mêmes mots-clés qui viennent en fait de la fiche de l'éditeur. Parce qu'en fait, l'éditeur a, avec le nombre de sorties, le nombre de jeux à traiter, comme on est dans une sorte de course en permanence avec vers l'avant sur le nombre de sorties, ça va plus vite finalement d'imprimer on imprime dans notre esprit les mots-clés, et on les ressort, et donc on a un langage dans la façon de parler des jeux qui, pour un même jeu, on va retrouver exactement les mêmes mots. Et ça, c'est vraiment questionnant. C'est-à-dire que là, on a enlevé, en réalité, on pense que c'est subjectif, mais en fait, il n'y a pas de subjectivité, puisqu'on ne fait que récupérer des arguments déjà faits. Et la critique, elle donc doit vraiment s'extirper de ça. Moi, à titre personnel, je ne veux surtout pas que l'éditeur m'explique quelles dynamiques vont se produire pendant ma partie. Je le verrai bien moi-même. Quelle émotion je vais ressentir. De toute façon, il n'est pas à ma place, il ne pourra pas le savoir. Ça, c'est vraiment un sujet. On parlait des arguments marketing. Parler de la critique, ce n'est pas dire le jeu c'était bien parce que c'était rapide à jouer ou facile à expliquer. Des termes qui ont des arguments de langage qu'on retrouve systématiquement et qui en réalité, qui sont complètement lié à un contexte de jeu. J'ai 20 minutes pour jouer, ok, qu'est-ce que je choisis comme jeu ? Mais un jeu n'est pas bon par essence parce qu'il est rapide à jouer. On pourrait parler du rythme, on pourrait parler de la fluidité, de l'absence de downtime. Là, on est déjà dans de la critique, parce qu'on est déjà dans une grille d'analyse. Mais rapide à jouer, ça ne veut rien dire. Il y a des gens pour qui 2 heures d'un jeu de gestion, c'est rapide à jouer. Parce qu'un Lacerda, c'est en 4 heures. Voilà. Donc en plus, le temps, c'est très rapide. Donc ça, c'est vraiment des arguments qui ne sont que des arguments d'aide à la vente ou de conseil à l'achat ou de conseil d'un choix parmi d'autres. Jouons juste à des bons jeux au maximum. Hein. Je me contredis, j'ai dit qu'il fallait jouer aussi au mauvais. Mais plutôt que de les choisir pour des qualités qui ne sont pas intrinsèques. Et je pense que c'est vraiment la critique, elle doit s'affranchir de ça. Elle ne doit pas penser qu'elle est là pour faire vendre. Si elle abandonne les arguments marketing et qu'elle se recentre sur qu'est-ce que le jeu apporte, qu'est-ce que le jeu me fait ressentir, comment le jeu s'inscrit, quel est son propos, quelles sont les intentions de l'auteur, on évacue tous ces éléments marketing dont on comprend bien qu'ils ne sont pas satisfaisants. Ils sont faciles à s'approprier, ça c'est sûr, mais ils ne disent rien du jeu, en réalité. Ils ne produisent aucun discours sur le jeu. Ils ne sont que du conseil. Et on est dans un monde, on le voit bien, en plus, où on a tellement de jeux, comme on a tellement de marchandises, on est dans une telle consommation qu'on voit bien que beaucoup de choses il y a beaucoup de jeux, il y a une grande variété de jeux, et pourtant ils sont très semblables les uns des autres. Donc il y a tellement de jeux faciles à expliquer, si on en croit toutes les fiches produits, en fait. Donc, justement, c'est pour ça qu'il faut s'extirper de ça et réussir à passer ces arguments-là pour vraiment rentrer dans ce que le jeu nous dit intrinsèquement, ce qu'il a envie de nous dire et ce que le propos de l'autrice dans le jeu, elle avait envie, ses intentions, essayer de comprendre les intentions et voir si en tant que joueuse, je perçois les intentions de l'autrice ou pas du tout. Parfois, ça ne matche pas. Et c'est pas non plus très grave, c'est intéressant d'en parler aussi. Il y a quelque chose de très absolu, très radical dans ce que tu dis et j'adorerais t'y rejoindre, mais je crois que je ne peux pas. Par rapport tout simplement au réel de ce qu'est l'économie de la critique ludique aujourd'hui, parce que moi, c'est mon métier.
Et j'aime bien manger. Je me suis habituée à l'idée d'avoir plusieurs repas par jour. Donc, on a aussi besoin de vendre des magazines. On a aussi besoin d'être rémunéré d'une manière ou d'une autre. Alors bon, je sais que quand tu disais « faut pas rémunérer », tu parlais des éditeurs qui rémunèrent les critiques directement et pas forcément de pas rémunérer les journalistes. Oui, c'est ça. Enfin, c'est la rémunération. En fait, c'est l'achat d'une prestation de service d'influence, c'est-à-dire de temps de cerveau disponible pour ta communauté, comme on dit. Mais en fait, il y a tout un spectre entre, justement, ce ou cette critique ludique très éthérée qui va être détachée de tous les enjeux commerciaux et dont on peut rêver, et un influenceur ou une influenceuse qui est directement payé avec des mots-clés. Tu fais 3 posts, tu dis que le jeu, il est comme ci, comme ça. Et je pense qu'on est plutôt en train de se balader au milieu de ce spectre-là. La critique ludique n'a pas vocation à dire d'acheter. En fait, quand on met guide d'achat sur la couverture d'un magazine, il se vend beaucoup mieux que quand on met autre chose. Voilà, c'est une réalité, nous, qu'on a dans la critique. Par ailleurs, il y a aussi la question de est-ce qu'elle a vocation à inciter à jouer, et notamment à inciter de plus en plus de monde à jouer. Il y a les travaux de Boris, je vais écorcher son nom, Krivicki, il m'en excusera, qui lui a travaillé sur la critique vidéoludique et qui disait que dans les débuts de la critique vidéoludique, en fait, on tombait sur beaucoup de textes pleins d'enthousiasme, fallait pas trop dire de mal des jeux, fallait surtout parler de ce qu'on aimait, parce que le but était d'élargir le milieu, le but était de montrer la passion et de dire à un maximum de gens, venez avec vous, nous on est super bien là. C'est aussi quelque chose qu'a fait la critique ludique du jeu de société. Boris, lui, dit que la critique vidéoludique a atteint une certaine maturité où elle peut se détacher de ça. Je ne sais pas si nous, on en est déjà là, je ne sais pas si on y va, mais de fait, ça fait partie des choses qui sont agréables à lire et à entendre. Quelqu'un de passionné, plein d'enthousiasme, qui essaie de t'inciter à jouer à un jeu. Je ne sais pas si tu... Non, vas-y. Non, j'avance. Par contre, moi, là où effectivement je m'arrête, c'est sur les jeux qui sont très très chers, où parfois j'ai beaucoup d'interrogations. Parce que, évidemment, moi, c'est mon boulot, donc les jeux à 200 balles, je ne les paye pas. Quand j'ai besoin d'en parler, on m'en envoie. Et c'est vrai que là, très régulièrement, en écrivant un article, je suis un peu bloquée sur... c'est super, et vraiment, ça apporte quelque chose, et j'ai envie de dire beaucoup de bien de ce jeu et de ce qu'il apporte. Et en même temps, j'ai envie de terminer par oui, non, mais par contre, l'achetez pas parce que vous avez aussi besoin de manger et 200 balles pour un jeu, ça va pas fonctionner. Et moi, voilà, ça fait partie des trucs qui m'interrogent au quotidien. Donc, de façon générale, est-ce qu'on veut faire vendre ? Est-ce que nous, on va réussir à faire vendre nos magazines si on veut pas faire vendre ? Et puis, est-ce qu'on incite ou pas à jouer et à l'achat ? C'est vraiment pas un truc qui est aussi résolu pour moi que pour toi, tu vois. Oui. Après, je sais que je peux avoir cette posture très radicale parce que moi, ce n'est pas mon métier et voilà, j'ai une autre source de revenus, donc c'est plus facile de dire voilà, je veux me détacher des stratégies commerciales, mais je les entends. Après, on en parlera plus en conclusion. C'est la question effectivement de comment on finance la critique ludique, parce que c'est un vrai sujet aussi. Parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui c'est facile, on la finance très peu ou on envoie de boîtes de jeux, parce que c'est peu professionnalisé. Mais le jour, on sait que si le milieu devient plus professionnel, de fait, tout le monde va être tiré vers plus de professionnalisme, et ça implique aussi d'autres. On va passer d'un monde où les personnes qui parlent de jeux ou du jeu ou du milieu ludique ne seront plus forcément que des amateurs et amatrices passionnés, mais peut-être aussi des professionnels. C'est une question aussi de savoir est-ce que c'est souhaitable. Enfin, est-ce que c'est pas aussi bon de garder une distance, pour avoir plus d'esprit critique, plus la distance permet aussi d'être plus à l'aise pour critiquer quand ce n'est pas en dehors même des questions d'argent. Il y a les questions des biais sociaux. On rencontre les gens, on ne fréquente que ce milieu. On n'a pas forcément d'autres, et donc on crée des amitiés, on crée des relations, et qui sont autant de biais ensuite. Quand on parle des jeux, quand on parle du milieu ludique, forcément ça va nous influencer. Donc est-ce qu'on est capable de garder cette distance-là si on se professionnalise complètement ? Je sais pas. Enfin, c'est toujours aussi délicat. On va continuer maintenant sur la fonction sociale et sociétale. Alors c'est un peu le thème le plus évident qu'on va aborder. On voit bien que la critique va forcément s'emparer des grands thèmes, des grands enjeux de société, et examiner les jeux ou le secteur, je redis encore jeu de façon générique, à la lumière de ces grands thèmes. Donc, un critique doit aussi
pointer du doigt quand un jeu ou une démarche est problématique. À ses yeux, bien sûr. Enfin, moi, je donne souvent l'exemple de Secret Hitler, qui est un jeu auquel je refuse de jouer. J'ai écrit un article pour expliquer, parce qu'à chaque fois, on me demande c'est le meilleur jeu à rôle caché, pourquoi tu veux pas y jouer, blablabla. Moi, j'ai écrit un article pour expliquer pourquoi je ne veux pas. Je dis pas que j'interdis pas aux autres personnes d'y jouer, rassurez-vous, j'ai encore un peu de tolérance. Mais c'est un vrai sujet de réfléchir à pourquoi faire un jeu sur la montée du nazisme, comme ça en tout cas, pourquoi faire ce choix dans ce jeu, et ça interroge, ça ne veut pas dire qu'on doit imposer le point de vue, mais ça veut dire qu'au moins on donne des éléments d'analyse. Va interroger aussi les représentations. Pourquoi dans ce jeu, tous les seuls personnages féminins sont très peu vêtus et très sexualisés? Pourquoi il n'y a pas de personnes racisées? Pourquoi il n'y a pas de personnes corpulentes dans les personnages? C'est beaucoup de choses qu'on va interroger comme ça. Pourquoi il n'y a que des personnes qui sont valides? C'est des questionnements aussi. C'est de la responsabilité de la critique de mettre le doigt là-dessus, parce que comme souvent c'est des choses qui ne se voient pas. Quand on n'est pas concerné par les problèmes, on ne les voit pas. C'est assez connu. Je suis désolée pour une partie de l'auditoire, mais quand on est un homme blanc, la vie est beaucoup plus facile que pour les autres. Je vous apprends rien. Et donc, souvent, on ne se rend pas compte que ces représentations ne sont pas proposées, parce que notre norme à nous, c'est des hommes blancs. Et donc, c'est aussi, comme beaucoup de joueurs sont des hommes blancs, ils vont pas forcément s'en rendre compte. Et c'est aussi à la critique, une fonction de la critique, de venir pointer ce genre de démarches dans lesquelles il n'y aurait pas d'effort d'inclusivité ou aussi des représentations. Là, on va parler des thèmes, mais ça va être la même sur les moyens de production. Se poser des questions. Parce qu'un jeu, même qui dit ne pas avoir de propos politiques, en a déjà un par essence, parce que ça va être souvent le thème majoritaire, le thème dominant, qui n'est pas questionné. Donc c'est aussi le rôle de la critique de le rappeler, et de rappeler qu'il y a des alternatives. On peut aussi parler de certains choix éditoriaux. Prenons l'exemple de Daybreak, qui a été primé par le jury du prix Lizzie Maggie, et qui est sélectionné à l'Asdor dans sa version anglaise, dans la version qu'ont voulu les auteurs Matt Leacock et Matteo Menapace. Il existe à l'appui de Daybreak tout un corpus de ressources scientifiques sur lesquelles ils se sont appuyés pour faire le jeu, qui sont disponibles sur un site internet, et les cartes du jeu, dans la version en tout cas américaine, enfin la version d'origine, disposent d'un QR code, et quand on flash le QR code, on accède à ce site et on peut aller consulter les ressources. Si vous avez la version française du jeu, vous verrez que vos cartes, elles sont un peu bizarres, parce que y a pas de QR code, et il y a même un gros blanc à un endroit, ça se voit presque. En fait, ce qui est terrible, c'est que l'absence se voit. Pourquoi? Parce que le localisateur, qui est une toute petite maison d'édition, ils n'avaient vraiment pas les moyens de payer un traducteur, puisque c'est Asmodée. Ils ont fait le choix de ne pas mettre les QR codes sur les cartes, et ils ont fait le choix de ne pas traduire le site. Sans en parler. Alors, l'éditeur, je ne sais pas, les auteurs n'étaient pas au courant de ce choix. On comprend bien que dans Daybreak, ça paraît anecdotique, mais en fait, dans Daybreak, les ressources scientifiques font autant partie intégrante du jeu. C'est comme si on avait enlevé une partie des règles du jeu quelque part. Et là, je pense que la critique ludique, elle doit le pointer du doigt, elle doit le dire, elle doit le mentionner. C'est une question de responsabilité et de transparence de l'information. Les personnes qui suivent les critiques, en tout cas, qui s'intéressent aux avis qu'on produit, etc., elles ont une forme de confiance. Et donc, on a une responsabilité à leur égard. Et ça, c'est de notre responsabilité. Et quand on sait que c'est parce qu'ils ne veulent pas traduire, parce que ça coûte de l'argent, mais je pense que c'est important de le dire. C'est pas sur le jeu en lui-même. D'ailleurs, la preuve, il a été primé parce que le jeu reste... on va pas non plus... Dans ce cas-là précis, on n'a pas envie de jeter l'opprobre, en tout cas de pénaliser les auteurs et l'éditeur d'origine qui ont fait ce travail. Mais c'est aussi de la responsabilité, c'est pas le jeu en lui-même, ça parle de ce qu'il y a autour du jeu, de l'économie du jeu, et ça je pense que c'est un exemple flagrant où la critique, elle a une responsabilité à le dire, le faire savoir, parce qu'il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui ne sont pas au courant. C'est vraiment pour là il y a pour moi c'est vraiment ça, c'est respecter la confiance des personnes qui nous écoutent. Oui, parce qu'en fait, là, on touche justement à la porosité entre la critique et l'information. On parle beaucoup de critique ludique justement parce qu'on a l'impression que le journalisme ludique, ça va être je prends un jeu, j'écris sur le jeu. C'est heureusement pas le cas et on peut aller jusqu'à faire de l'information. Pour moi, il y a 3 positionnements par rapport à ce que tu dis. Il y a quand un jeu fait ce que j'estime être n'importe quoi sur un sujet social ou par rapport à des conditions de production, on va taper sur le jeu qui a mal fait.
On peut aussi aller parler des jeux qui ont bien fait. Donc, bon, on dit qu'un jeu a mal fait, même si sa mécanique est super. On parle d'un jeu qui a fait quelque chose de très intéressant ou d'innovant sur les représentations, même si sa mécanique est mauvaise. Voire, on peut dire, à qualité mécanique égale, nous, on pourrait avoir envie d'influencer pour dire, allez plutôt là parce qu'il y a une originalité d'une autre manière. Mais il y a aussi une troisième voie qui est, on parle du fond en tant que fond, en citant des jeux mais en s'en détachant et en donnant justement aux lecteurs et lectrices les clés de compréhension du sujet. Ça peut être sur les représentations. Nous, on a un rédacteur chez Plateau qui s'appelle Xavier Berry, qui est spécialisé en articles sur voilà telle période historique et voilà tous les stéréotypes sur la période historique que vous retrouvez dans ces jeux. Et d'ailleurs, la vérité dans l'histoire, c'est plutôt ça. Il a fait ça sur plusieurs sujets, vraiment. Je me permets, mais j'aime beaucoup. Mais on a aussi travaillé sur les conditions de production d'un point de vue écologique. Quelles conséquences ça a de produire en Chine? Quelles conséquences ça a de produire en France? Est-ce qu'on produit vraiment en France? Ça veut dire quoi, Made in France sur une boîte de jeux? Parce que ça ne veut pas dire que le jeu a été entièrement fait en France. Made in France sur une boîte de jeux, je suis désolée si je brise quelques illusions. Ça signifie quoi de dire un arbre planté pour un jeu acheté? Pareil, désolée pour les illusions, rien du tout. Etc., etc. Ça, c'est des sujets qu'on peut aller traiter. On peut faire le choix de dire, pour ce jeu, Daybreak, par exemple, a fait le choix d'avoir une production plus écologique que la moyenne des jeux pour aller avec son thème. Ça peut être dit parce que ça a du sens dans le cadre du jeu. On peut aussi sauf la VF, où ils ont fait le choix d'aller la produire en Chine. Et je crois que c'est le seul pays qui a fait ce choix. Mais il n'y a pas de plastique. Pardon. Mais oui, il y a effectivement, en fonction des localisations, des choses différentes qui ont été faites. Mais on peut aussi, et est-ce que c'est encore de la critique ludique? Moi, je pense finalement qu'on ne peut pas détacher cette notion de critique ludique d'un journalisme ludique et d'une information ludique. Aller faire des articles de fond. On pourrait se poser la même question sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les illustrations. Où il ne s'agit pas simplement de dire c'est bien, c'est pas bien par rapport aux illustrateurs et illustratrices qu'on aime, mais de se poser la question de écologiquement, c'est quoi le coût d'une IA générative? Éthiquement, est-ce que la question du fait que les IA aient pompé plein de choses sur Internet pour se nourrir a été réglée? Légalement, elle ne l'a pas encore été, en fait, etc., etc. Oui, et sur l'IA aussi, c'est donner de l'information parce que, en fait, je pense que techniquement, on n'a pas tous les mêmes niveaux de compétences et de compréhension de ces outils. Parce que, effectivement, il y a l'IA où je vais sur Midjourney, je tape un prompt et je fais ma petite illustration et je la mets sur la couve de mon jeu. Et puis, il y a aussi des systèmes où, et ça, c'est pas forcément dit, il y a une assistance, il y a un ou une illustratrice, mais il y a aussi une assistance par IA, en fait, à la base. Et ça va pas forcément être dit. Et ça, c'est aussi des choses qui sont, je pense, qui peuvent être dites parce que ça donne aussi des clés de compréhension sur la façon dont est conçu le jeu. Parce qu'on le dit, le jeu, c'est un tout, c'est ce à quoi on joue, mais c'est aussi l'objet, ça rassemble, c'est un rassemblement de l'auteur, l'autrice, la maison d'édition, le distributeur. Il y a beaucoup, donc c'est aussi bien de montrer tous les enjeux qu'il y a derrière ces questions. Et d'ailleurs, parfois, les auteurs-autrices ne sont pas au courant que le jeu a une base IA, même s'il y a sur la boîte un nom d'illustrateur. Il y a un cas très récent là-dessus, mais voilà, donc je ne sais pas si c'est très amusant. C'est un peu triste quand même. On continue là-dessus ou pas? On parle de la déontologie? Oui. Ok. C'est toi qui commence. Parce que voilà, on a parlé justement de cette subjectivité et du fait que la journaliste ludique est située, et ça nécessite aussi de se poser un certain nombre de questions sur la position d'où on parle et de se la poser à chaque fois finalement qu'on écrit. Qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce qui, dans mon passé, fait que je suis en train de faire ça? Donc beaucoup de questions de déontologie, et ça va nécessiter aussi, pour aborder cette partie, de replacer, désolé pour les gros mots, le jeu dans le capitalisme. On est une industrie avant tout, et ça va poser beaucoup de questions sur la production. On s'en est déjà posé certaines, pardon, je suis en train de m'embrouiller. Bref, la première question qu'on voulait aborder dans cette question sur la déontologie, c'est, il y a une petite musique de fond que moi j'entends beaucoup dans le milieu de la critique ludique, c'est il faudrait replacer le jeu comme un art. Au-delà de l'objet culturel, aller vraiment regarder le jeu en tant que forme d'art, et donc vraiment dénoncer tout ce qui n'est pas une démarche artistique
artistique, une démarche éthérée, une personne qui veut absolument innover à chaque fois qu'elle sort un jeu. Bref, décider que tous les auteurs et toutes les autrices qui font des jeux pour manger, c'est mal. Je trouve ça intéressant à discuter, mais ça me pose personnellement un énorme problème, parce que, premièrement, ça exclut toute la dimension culture populaire dont on parlait tout à l'heure. On va se poser en petits groupes d'experts qui a le droit de dire « ça c'est de l'art, ça n'en est pas », et vraiment, ce qui vous amuse, c'est mal. Ça me pose souci. Ça pose aussi le sujet de qui a la capacité économique de prendre le temps de produire de l'art. Et si on dit aux auteurs et autrices « si vous faites des jeux pour manger, c'est nul », on va se retrouver avec un petit groupe qui aura peut-être la capacité de prendre vraiment le temps de se poser dans une démarche artistique. Et bien, ce petit groupe, sa catégorie socio-professionnelle, ce ne sera pas ouvrier, ce ne sera pas non plus mère de famille nombreuse qui n'a pas d'aide à la maison, etc. On se retrouve avec cette idée du jeu comme art à exclure une partie des gens de la production. Et du coup, finalement, je trouve qu'il y a une tension qui est intéressante pour moi, en tout cas en tant que critique dans cette question-là, c'est que d'un côté, je ne veux pas être Télérama. D'ailleurs, Télérama lui-même n'est pas Télérama ou n'est plus Télérama. Enfin, c'est assez génial parce qu'on idéalise ce monde de l'art et notamment le monde du cinéma, où très régulièrement j'entends « Ah, mais dans le jeu, il n'y a pas de vraie critique, comme les critiques ciné, eux, ils savent ce qu'ils font. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des critiques ciné parler entre eux. Ils ne sont pas plus d'accord entre eux que ce qu'on est d'accord entre nous. Hein. Vraiment, faut pas aller là-dessus. Ils ne sont pas d'accord avec eux d'il y a 50 ans. Si on reprend l'exemple de Télérama, il y a des films où, à leur sortie, Télérama les a dessoudés, justement parce que c'était de la culture populaire, c'est du western, on ne veut pas voir ça. Tous les westerns d'époque de Sergio Leone ont aujourd'hui 3T dans les guides Télérama parce que c'est devenu vieux et c'est devenu de l'art. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus laisser les maisons d'édition faire tout ce qu'elles veulent sans le dénoncer, sous prétexte que s'il y a un public, alors c'est OK. Et moi, c'est vraiment avec cette tension-là que je vis dans ce monde du jeu de société capitaliste en soi. C'est qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette notion de populaire qu'on ne veut pas complètement virer, mais qu'on veut quand même regarder pour ce qu'elle est. Toujours sur la question de déontologie, c'est la question de la politisation de notre propre pratique en tant que critique. Il y a un idéal qui est de dire qu'on devrait faire des critiques neutres, dans lesquelles on ne donne rien de nous-mêmes. Vous avez compris que ce n'est pas du tout, moi, mon propos. Et même, je pense que c'est beaucoup plus... Je vais prôner même une certaine transparence. C'est-à-dire que dans l'introduction, c'est pas anodin si j'ai dit que j'essaierais j'employais le féminin générique. C'est pour poser les choses. Moi, en tant que critique, si je considère, si j'ai un peu la vanité de croire que je peux me mettre dans cette catégorie, au contraire, je pense que je vais porter un propos politique dans ce que je dis, de la même manière que je considère que les auteurs et autrices ont bien le droit de le faire dans leur jeu. Et s'ils en ont le souhait, ils n'ont pas à se l'interdire. Et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Et je pense même qu'il est sain de le dire, en fait, d'être assez clair là-dessus. J'ai foi en la transparence. Je pense que c'est une des meilleures réponses qu'on peut toujours apporter. Eh bien oui, tu l'as dit aussi en préambule. J'ai des convictions politiques, j'ai des convictions militantes, et forcément la façon dont je vais aborder à titre perso les jeux auxquels je joue et les problématiques liées qui vont entourer ces jeux, elles sont forcément liées à des convictions, des opinions, des idées, et elles vont forcément se faire ressentir. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui vont peut-être m'écouter auront les mêmes positions, et j'espère que non, parce que j'espère qu'il n'y a pas de gros fachos non plus, mais dans mon audience, mais voilà, il y a quand même, on a le droit au débat, mais je pense que c'est bien d'être clair, de l'assumer, et de l'assumer, ça enlève des moments où on ne sait pas comment présenter les choses parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à considérer qu'on a aussi un propos politique personnel qui va se ressentir dans notre façon de parler d'un jeu, parler d'une problématique, d'une démarche, d'un thème, d'un élément du secteur. Après, il y a aussi la question de la légitimité. Tu en parlais un petit peu, mais de comment on peut se permettre de se placer en tant que critique, comment on peut s'auto-proclamer
critique. En fait, il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'on appartient à ce groupe d'experts un peu snob et qu'on pourrait expliquer aux gens ce qui est bien, ce qui est beau ou pas? Ça, c'est un vrai sujet dans lequel j'ai envie de dire que je change d'opinion un peu chaque jour. J'ai pas vraiment de réponse sur le sujet. C'est très difficile d'expliquer comment on peut considérer que on va donner cette vision aux personnes. Après, ce que je pense toujours bien, c'est de s'interroger soit sur comment on formalise les choses plutôt que sur sa légitimité. Disons-nous que déjà, en tant que joueurs et joueuses, on est tous légitimes à exprimer déjà nos émotions sur ce qu'on ressent en tant que joueur. Après, qu'on ait envie de le formaliser tout, c'est ça peut-être la différence. La légitimité, c'est d'avoir envie de l'exprimer. Et c'est pas quelque chose d'inné. Parfois, je fais cette analogie. C'est aussi une forme. C'est comme un sport. C'est un entraînement. Plus on s'entraîne à expliquer nos émotions, à les formaliser, à en discuter, à en débattre, plus on va être capable de le faire. En fait, il y a vraiment cette question-là. Et si on se sent prêt à le faire, c'est qu'on est déjà légitime pour nous. Et c'est déjà une première étape. Et après, les autres ne sont aussi libres de ne pas nous écouter, ou de ne pas accorder de crédit à nos propos. Voilà, c'est aussi je pense que c'est assez important. Et oui, c'est aussi parce que on parle beaucoup du fait de se sentir légitime. C'est aussi une vision politique de se sentir légitime pour prendre la parole publiquement, en fait. Enfin, c'est une démarche qui est politique de donner du propos, de porter du propos dans la cité au sens un peu presque athénien de l'idée, quoi. Sans aller jusqu'à se sentir trop légitime. Oui. Pour moi, il y a vraiment une remise en question constante, en fait, de toute personne qui tient un stylo. En fait, il devrait y avoir une remise en question constante, parce qu'il peut y avoir cette tendance, justement, du fait que pendant des années, il y a eu assez peu de critiques ludiques négatives, à considérer que quand on dit un truc négatif, on est plus intelligent. Et à être très très fier de porter des jugements négatifs et à les porter de la façon la plus méchante possible. Ça peut arriver aussi. Alors même quand on n'est pas méchant, on peut se faire sauter dessus par un auteur dans une allée à Cannes qui dit que t'as dit du mal de mon jeu et c'est pas gentil. Donc c'est vraiment à double tranchant. On a besoin d'habituer le milieu à l'existence de cette critique, subjective, mais soit aussi, il faut quand même rester dans d'où je parle, à qui je parle et quel effet est-ce que j'ai en parlant. Et d'ailleurs, moi, il y a une question que je me pose très régulièrement, c'est est-ce que je fais une différence quand je critique un jeu depuis son point d'origine? Est-ce que ça vient d'un tout petit éditeur? Est-ce que ça vient d'un très gros éditeur? Moi, j'ai l'impression que justement, il y a une énorme différence à faire là-dessus. Déjà en fonction des moyens de production, d'une expérience, il y a des choses qu'on va peut-être plus pardonner à une petite maison d'édition qu'à une grande, et vraiment le même jeu en fonction de d'où il sort. Personnellement, j'ai pas envie d'en parler de la même manière et d'y mettre les mêmes idées, les mêmes mots, de vraiment situer le propos à la fois, donc situé pour moi, mais situé encore une fois dans le contexte du jeu, d'où il vient. Et par ailleurs, je suis critique ludique qui vit dans le capitalisme et j'ai besoin de manger, et c'est le cas aussi des gens en face de moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer, notamment parce que je parlais de réactions épidermiques de certains auteurs, certaines maisons d'édition quand on sort quelque chose de négatif. En fait, en face, il y a des humains, et ces humains, on leur a dit « Allez, viens donner beaucoup plus de 35 heures par semaine pour un salaire pas très haut, parce que c'est pour la passion ». Et ce « c'est pour la passion », il a vraiment des conséquences au quotidien dans le milieu du jeu, et notamment, tout du coup va être passionné derrière. On va avoir des rapports passionnés, on va avoir des déprimes passionnées quand quelqu'un dit du mal du jeu, parce que c'est pas juste « j'ai travaillé sur ce truc » et je suis obligée d'admettre, comme on le fait tous parfois dans nos boulots autres, que là, la deadline, elle m'a pas permis de faire du bon boulot. Là, on a mal fonctionné en équipe et on n'a pas fait du bon boulot. On est obligé de se dire, mais c'est mon enfant, c'est le fruit de mes entrailles, personne n'a le droit de dire du mal de mon jeu. C'est un peu ridicule quand les maisons d'édition vont aller agresser les critiques, mais en même temps, il faut aussi savoir que c'est ça qui se passe dans leurs entrailles, et c'est une question qu'il faut se poser au moment où on écrit le texte. Sur la critique négative, je pense que je suis assez bien placée pour en parler. C'est très compliqué. Est-ce que c'est politique ? C'est tellement une posture qui n'est pas le cadre commun que j'ai l'impression que ça en devient politique parce que c'est radical en fait comme façon d'aborder le fait de parler des jeux.
Il faut savoir que de toute façon, quand on fait une critique, si vous dites c'est génial, personne ne vous demandera de vous justifier. Si vous dites c'est de la merde, on vous demandera toujours de vous justifier. C'est très humain. Moi, la première, je pense que je fais ça à titre personnel. Si on me dit que quelque chose que j'ai fait, c'est de la merde, bon, voilà, on a tous nos paradoxes. Ne pas être méchant, bien sûr. Oui, il y a des humains derrière, mais en fait, je pense qu'il y a là, sur ce point précis, il y a l'idée aussi que ok, le jeu, c'est le jeu d'un auteur ou une autrice, avec le concours d'un illustrateur ou une illustratrice, fait par une maison d'édition qui a peut-être passé des heures, mais à partir du moment où le jeu est dans le public, en fait, c'est le public qui s'en empare. Et de fait, il faut l'accepter aussi. Et je pense qu'il y a une vocation, effectivement, peut-être, alors, pédagogique à faire, d'habituer aussi le secteur à avoir des discours qui ne sont pas consensuels, qui ne sont pas toujours dans l'extase de c'est merveilleux, c'est génial, c'est très beau, c'est super, il y a des meeples en bois en forme de petits chats, c'est fantastique. Il y a un peu de pédagogie à faire et je pense que ça sert en réalité à tout le monde à passer le cap, parce que si à un moment on veut que le jeu de société ne soit plus juste, soit plus professionnel et donc vu de façon par les politiques comme un objet culturel et bénéficier d'autres avantages des biens culturels, etc., etc. Cette critique, elle participe en réalité à ça. Elle a une fonction de légitimer le jeu comme quelque chose qui est digne d'intérêt, digne d'analyse, et donc digne d'entrer dans la grande famille des biens culturels avec tous les avantages économiques que le secteur en tirera en réalité. On pense toujours au pass culture. C'est un des sujets, je pense, très importants qui est derrière que ce soit reconnu comme un pass culture. Et donc dire du mal. C'est pas dire du mal des humains, on fera un moins d'être vraiment très méchant. On parle bien du jeu, et de la même manière que les personnes les plus violentes quand on donne une critique négative sont rarement en fait les auteurs et les autrices ou les maisons d'édition. Ce sont les autres joueuses et souvent les autres joueurs. Et là j'ai bien dit joueurs exprès, qui sont ce qu'on appelle les fanboys, qui viennent, les haters que vous retrouvez, qui viennent parce que vous avez attaqué leur goût en fait. Nous ne sommes pas ce que nous achetons, nous ne les attaquons pas eux ou elles, ils ne sont pas le jeu qu'ils ont acheté. Il faut arriver à avoir cette distance et c'est bien de le faire, et en acceptant aussi d'entendre des choses négatives, c'est très bien, parce qu'en fait on peut en retirer et on a le droit d'aimer des choses nulles, je le rappelle. Il y a des jeux nuls que moi j'adore, et on a tous nos petits plaisirs coupables, et encore heureux. Si on avait une vie qui était dédiée qu'au beau, vous voyez, je me contredis un peu, je pense que le beau existe, mais si on avait une vie dédiée qu'au beau, la vie serait peut-être un peu triste en réalité. Donc je pense qu'on participe aussi avec la critique, et notamment la critique négative, à éduquer, c'est un peu violent ça, à familiariser le secteur avec le fait de passer un step supplémentaire, parce que dans le milieu du cinéma, des critiques violentes on en connaît, dans le jeu vidéo des critiques violentes on en connaît, en littérature aussi, voilà, dans tous les autres secteurs il n'y a aucun souci à ça. Mais je pense oui qu'on est à un tournant en fait là-dessus. On peut aller vers un monde ludique où on aura une critique réfléchie et qui pourra tout dire, parce qu'on aura une variété aussi dans la critique qui va nous permettre d'avoir des critiques négatives qui ne seraient pas hyper pointées du doigt parce que c'était la critique négative de cette année. Il y a aussi une tendance à considérer qu'il n'y a que de la critique positive, qui à mon sens n'est pas complètement vrai, parce que vraiment sur les mêmes numéros de plateau, j'ai des lecteurs et lectrices qui m'écrivent oui mais de toute façon vous dites jamais de mal, et des éditeurs et des éditrices qui m'écrivent pour toi vous avez dit du mal et c'est pas gentil. Vraiment sur le même numéro, donc il y a quand même quelque chose là-dedans. Mais donc on a une responsabilité en tant que critique à faire évoluer le milieu jusqu'à ce qu'il soit capable d'accepter ça. Et puis vous avez aussi tous et toutes une responsabilité en tant que joueurs et joueuses dans la consommation de la critique, puisque j'ai beaucoup prononcé le mot capitalisme dans cette conférence, mais c'est vrai, il y a vraiment la question de la critique que vous voulez, il va peut-être falloir la financer, accepter de la financer. Je sais, on vit à l'ère où tout est gratuit sur Internet, mais en fait rien n'est gratuit à produire, surtout si on veut que ce soit bien fait. Oui, la question du financement, c'est une question qu'on retrouve dans plein de médias qui sont un peu à part du système. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'on est financé par la publicité, et en fait on sait très bien que la publicité derrière c'est les acteurs ou actrices. Est-ce qu'on est dans le contenu sponsorisé, où là on a dit c'est de l'achat de prestations?
Et où est-ce qu'on a des formules où c'est les fameux tips à l'anglo-saxonne dont on est maintenant, on a vraiment cette culture du tips qui nous a envahi, à laquelle on n'est pas du tout nous habitués, je pense, culturellement en France d'ailleurs. C'est toujours difficile pour nous de laisser des pourboires parce que chez nous le service est compris. C'est des choses où on voit bien qu'on a une problématique culturelle là-dessus. Et la question aussi on a vu des médias qui proposent de l'abonnement avec des formules où on est abonné, donc on a des contenus privilégiés. Ça, c'est un vrai sujet. Évidemment que dans un monde, alors on pourrait aussi avoir une vision hyper stricte, ce serait que on serait rémunéré par une structure quasi étatique et parce qu'on fait comment dire, on œuvre pour payé par le ministère de la Culture, je ne sais pas, ça n'arrivera pas, je pense, impossible. Mais ou alors effectivement, ce sont les personnes qui apprécient les contenus, qui les financent par un système d'abonnement. Alors, plus du tips, parce que dans le tips, il y a l'idée un peu de très... dans le tips, c'est vraiment du don. Il n'y a pas la même notion que dans le fait de s'abonner ou vous assurez une stabilité, en fait, dans la démarche de l'abonnement. Et c'est vraiment ça, la question, elle est là. Effectivement, produire du contenu, ça prend du temps, ça demande forcément un minimum selon ce qu'on fait de matériel, ça demande de l'investissement, peut-être des déplacements, etc. Et forcément, il y a un moment, comme tu l'as dit souvent, les gens, il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de financer cette activité. On a peut-être même besoin de grandir en tant que structure de critique, si on veut faire bien. Moi, il y a une chose que je rêverais de faire dans le milieu ludique, c'est une vraie enquête sur le droit du travail. Et pour l'instant, à chaque fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et que j'ai essayé d'approcher les choses, il y a des gens qui me racontaient beaucoup de choses dans les couloirs, qui ont reculé de 3 pas en me disant « Ah non, mais en fait, même si tu changes mon nom, même si tu dis pas le nom de ma structure, mon patron, il va me reconnaître, ça va pas fonctionner. » Et en fait, à Plateau, moi, j'ai pas de service juridique. Donc, j'ai absolument aucun moyen de leur assurer que je sais ce que je fais légalement et que j'ai la capacité de les protéger en tant que source. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on n'arrive pas à faire aussi parce qu'on est sur des toutes petites structures, on est sur des structures parfois professionnelles, souvent semi-bénévoles ou complètement bénévoles. Et voilà, pour aller plus loin, on va avoir besoin de faire grandir tout ça, je pense. Donc en fait, pour conclure, on peut dire qu'une des clés pour avoir une critique ludique politique qui assume son rôle, qui prend sa fonction au sérieux, pas dans le sens elle va le faire de façon pompeuse, mais qui va vraiment s'emparer de ces sujets politiques et qui va assumer aussi ses positions, donc qui va être responsable de ses choix. La clé, ça reste l'indépendance. Et l'indépendance, elle est à plusieurs titres. Elle est forcément dans la possibilité de faire les contenus de son choix sans qu'ils soient commandités. Mais c'est aussi l'indépendance financière, comme on en a parlé dans cette conclusion. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. Voilà. C'est terminé. N'hésitez pas. Bon, voilà. Il n'est pas chargé, il ne marche pas le troisième. Pour la captation. Merci. Alors déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant sur votre métier, qui est en fait pas votre premier métier. C'est peut-être la première chose qui me parle, c'est-à-dire qu'en fait, donc sociologiquement, en fait, vous vous retrouvez dans une position où les personnes que vous êtes sont issues du fait que vous êtes forcément CSP+, parce que il faut que vous ayez de quoi manger à côté. Et en fait, vous parlez aussi de la critique ludique. Vous la distinguez finalement de la vie en ayant une grille d'analyse. Donc en fait, je considère aussi que c'est parce que vous avez des métiers à côté, ou en tout cas des formations à côté, vous êtes capable d'avoir cette grille d'analyse, parce qu'il n'existe pas, à mon sens, je crois, c'est aussi un peu la question que je vais poser, c'est il n'existe pas d'école de journalisme ludique, ou en tout cas, on n'a pas ça. Moi, ce qui me pose question, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est pas si nombreux que ça, mais il y a quand même des gens qui écoutent, etc. Est-ce que il y a quelque chose qui existe, ou quelque chose en projet, ou même déjà dans vos rédactions, ou dans votre métier, comment vous gérez la transmission de ces grilles d'analyse, ou de ce métier-là? Comment vous l'expliquez? Parce que je pense que dans la popularisation de votre métier, il y a peut-être aussi ça à faire par rapport à l'unboxing, parce que vous avez commencé sur un post Instagram n'est pas une critique ludique ou
un unboxing et pas une critique ludique, mais finalement il faut quand même revenir au côté populaire et au côté tout le monde a le droit de donner son avis, être d'accord, pas d'accord. Comment on fait cette bascule qui va permettre peut-être, alors pas tout de suite d'avoir effectivement un ministère de la Culture qui vous finance, mais en tout cas faire comprendre au milieu que la critique ludique est nécessaire, utile, ne serait-ce que pour des auteurs, j'imagine, de savoir que son jeu n'existe pas déjà sous une autre forme ou historiquement, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, etc. Enfin, quelle est la transmission dans votre métier? Comment elle se fait, cette transmission? Pour l'instant, pas trop, dirais-je, mais parce qu'on est aussi encore en construction, donc c'est peut-être un peu tôt pour transmettre. Le milieu ludique en lui-même, si on le date, on va dire qu'il a une vingtaine d'années dans la forme qu'il a actuellement, donc la critique ludique, elle est encore très très jeune et elle n'est pas assez formalisée, je pense, pour aller vers cette transmission. Effectivement, on prend plutôt des grilles d'analyse issues de l'extérieur, je pense, pour l'instant. On est plutôt dans cette forme-là. Après, il faut aussi penser que la transmission de manière générale dans le milieu ludique, pour l'instant, elle est encore très très en mode compagnonnage. On croise des gens, on prend des infos. Il y a une école qui est en train de se lancer. Il y a quelques formations qui existent, mais il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'on a d'ailleurs tendance à aller recruter. Pour l'instant, on a, je pense, personne qui vienne du journalisme pro et qui ait fait une école de journalisme qui se préoccupe de critique ludique, ou alors je serais absolument ravie de le ou la rencontrer parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir ce point de vue-là. Mais on a tendance à prendre dans les formations ludiques en général, dans les masters de game design, les licences de ludothécaire, etc., des personnes qui vont commencer à avoir une grille d'analyse qui peut s'appliquer à la critique. Ouais, je pense, pour compléter, de mon point de vue, clairement, il n'y a pas de transmission, en tout cas officielle. Et souvent, ce qu'on apprend, enfin moi pour mon cas, c'est de façon totalement empirique. Enfin, tout ce n'est que et une volonté après de se renseigner sur des analyses par exemple dans le jeu vidéo, etc. où on a plus de ressources. C'est pour ça que je me plains beaucoup du manque de ressources un peu théoriques, ou en tout cas un peu théorisées. Qui manquent et qui vont aider. Donc, de mon point de vue, moi, il n'y a pas vraiment de transmission. Après, je pense qu'il y a une forme de transmission parce que je crois beaucoup, peut-être par naïveté, je ne sais pas, au pouvoir des représentations. Et je pense que si on le fait, on incite d'autres personnes à avoir envie de le faire, si on le fait à peu près correctement. Et voilà. Et ça suscite aussi des envies. Et je vais raconter une histoire très personnelle. J'ai une très bonne amie que j'ai rencontrée via le podcast et qui m'a dit que c'était en me rencontrant que ça lui avait donné envie, elle aussi, de faire du podcast et de faire cette démarche de passer de joueuse à parler de jeux de société. C'est ultra... moi, je trouve que c'est une histoire qui est très émouvante et je me dis, en fait, il y a quand même ce pouvoir des représentations qui joue aussi. Voilà. On va aussi chez certaines personnes, ce sera un déclic parce qu'elles auront eu envie, parce que quelqu'un d'autre, elles auront vu, entendu, quelqu'un d'autre qui les aura motivés, qui aura fait passer le déclic, peut-être pour aller au step supérieur de faire cette démarche. Donc on est là encore un peu dans une idée de mentorat, de compagnonnage, mais là c'est beaucoup plus implicite. Mais je pense que particulièrement, je ne sais pas si tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, mais particulièrement quand on est une femme, c'est très important en fait. Il y a le côté d'avoir des représentations de modèles féminins qui prennent la parole et qui vont vraiment ne pas être dans une démarche purement là où on place les femmes en général dans tout ce qui est la création de contenu. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais je pense que tout le monde a compris de quoi je parle. Bonjour, merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions, effectivement, qui amènent encore plus de questions. Il faudrait peut-être une journée entière de séminaire pour parler de tout ça. Sur la question de l'enquête, là, sur les conditions de travail dans le milieu du jeu de société, je me demandais, est-ce que ça serait envisageable une collaboration avec un média comme Mediapart, comme ça avait été le cas pour Canard PC, qui avait enquêté avec Mediapart et Le Monde, je crois, sur les conditions de travail chez Quantic Dream. C'est-à-dire qu'ils apportent les ressources, peut-être aussi des compétences d'investigation journalistique, et les Canard PC apportent la connaissance du milieu du jeu vidéo. Donc Plateau apporterait la connaissance, entre autres, du milieu du jeu de société et d'autres choses.
Est-ce qu'une collaboration comme ça serait possible pour mener à bien ce projet-là d'enquête sur les conditions de travail? Honnêtement, je ne pense pas que Plateau ait les épaules pour ça. Plateau, c'est une équipe de semi-bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes vraiment rémunérées et encore pas à temps plein, et des rédacteurs et des rédactrices quasi bénévoles. Donc je ne pense pas que la structure soit en capacité de faire ça. Si un jour elle grandit, ce sera avec grand plaisir, mais pour l'instant, ça ne me semble pas cohérent. Peut-être Canard PC, côté jeux de société. Ce serait intéressant, en tout cas. Ouais, merci pour la conférence. Moi, sur quoi j'avais envie de revenir, c'est quand tu disais, j'entends une petite musique qui dit on voudrait faire tendre le jeu vers l'art, etc. Et ce serait dommage d'exclure la culture populaire, de prendre trop de distance, d'intellectualiser, de devenir snob, etc. Bon. Il me semble quand même actuellement on a beaucoup de marge sur ce sujet. Vu le peu nombre, vous avez cité Holding On, La vie de Billy Kerr, etc. Il y a très peu de jeux où l'auteur ou l'autrice ont une intention consciente de porter un propos, de délivrer un message, au-delà de délivrer un jeu fonctionnel et surtout qui qui favorise le divertissement de manière efficace. Okay, ou de l'innovation mécanique. Pour moi, on est beaucoup plus quand on parle de bon jeu d'ailleurs, parce que tu dis on ne parle jamais de beau jeu, à moins pour dire que les illustrations sont jolies, on dit qu'un jeu est bon, c'est-à-dire qu'il est, il est efficace à délivrer du divertissement. Voilà. Et du coup, il me semble que c'est le cas, ou alors je me trompe peut-être, mais tu as une meilleure veille que moi, de 90-95% des jeux faciles, très large majorité. Donc il me semble qu'on aurait beaucoup plus de place pour laisser de la place à des jeux qui auraient une intention artistique, c'est-à-dire juste un propos à la base, une intention autre que l'efficacité du divertissement. Et il me semble qu'il y a des tas de moyens de rendre ça accessible, ne serait-ce que dès le départ, s'il y a une intention derrière. Quand je vois par exemple le jeu du festival ici à Rennes en Jeu, puisqu'on y est, il y avait une intention politique derrière ce jeu. Et pourtant, à mon sens, il ne s'agit pas d'un jeu snob, il s'agit d'un jeu qui est accessible avec des petits extraterrestres qui portent des couleurs et des symboles. Et je crois que la grosse différence, c'est vraiment que les auteurs et autrices ont une intention. Voilà. Et dans la critique ludique, du coup, est-ce que vous, la question de l'intention, puisque vous en parlez un petit peu, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous contactez les auteurs, les autrices? Ou est-ce que parfois vous détectez des intentions qui ne sont peut-être pas voulues? Mais voilà, ça c'est intéressant aussi. Il me semble que, voilà, merci. Juste pour préciser, quand je parlais justement d'un snobisme possible dans le milieu, je ne parlais pas de création, je parlais bien de critique. Je ne pense pas qu'on en soit... effectivement, il y a encore peu de jeux qui portent des intentions, des messages, même si c'est un sujet auquel moi je m'intéresse beaucoup. Donc effectivement, j'ai beaucoup les yeux dessus. Non, je parlais vraiment de critiques, de discussions, de gens qui disent qu'il ne faudrait pas s'intéresser aux jeux qui n'essaient pas d'avoir une intention, qui n'essaient pas d'avoir une démarche artistique innovante à chaque fois. Voilà, c'était plutôt sur ce point-là. Oui, sur la question de l'intention, je vais donner un exemple. Je parle sous le contrôle de Julien. Link City, qu'on a primé avec le jury Les Imagis. C'est un jeu, c'est un party game. On fait une ville, on a des bâtiments, on doit les placer au mieux, faire matcher les choix du maire avec les choix du conseil municipal. Et c'est comme ça qu'on marque des points. C'est un party game, tout le monde trouve ça rigolo. Moi, quand j'y ai joué, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une deuxième grille de lecture, qui était de parler de comment on fait une ville, est-ce qu'on fait une ville idéale, une ville réaliste, qu'est-ce qui fait du sens dans l'urbanisation, comment on positionne les bâtiments, comment on utilise nos stéréotypes et nos biais pour placer ces bâtiments. Bah oui, on met le cimetière à côté de la maison de retraite, haha. Puis en fait, on se dit waouh, en fait c'est très très violent. Enfin, on l'a à peine exprimé en rigolant qu'on est déjà en train de se dire que c'est très violent. Et voilà, il y a plein de questions comme ça. On voit tout. Et par exemple. On a pu discuter avec l'auteur de quelle était son intention sur le jeu. Et l'auteur était manifestement quand même très content de voir que nous, on l'avait perçu, en tout cas, cet aspect-là. Et que oui, le jeu n'est pas marqué, vous allez réfléchir sur la politique de l'urbanisation depuis des décennies, sur comment on fait nos villes, comment on conçoit nos villes, etc. Alors, avec tout ce que ça implique, parce que la question de la ville, c'est vraiment un truc très, très politique. Hein. Le fait d'avoir des centres-villes, d'avoir des zones commerciales, des zones pavillonnaires, de mettre où on place les écoles, où on place les bâtiments religieux, ne serait-ce que les éclairages, en fait, la question de la sécurité pour les personnes dans les villes, ce sont des vrais sujets politiques, en fait, pour
pourquoi les femmes vont moins dehors de nuit. Enfin, il y a tout un tas de questions là-dessus, et que la ville est principalement faite pour les hommes. Il y a un très bon podcast des couilles sur la table sur le sujet. Donc je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment passionnant, et moi, j'ai des choses que je n'avais pas du tout réalisées. Donc quand on en parle avec l'auteur, il nous dit les intentions que vous voyez, ce sont effectivement mes intentions. Donc oui, on va rechercher les intentions. Après, on ne va pas le faire pour tous les jeux, ça forcément pas toujours évident. Mais quand on sent qu'il y a quelque chose d'un peu différent, qui provoque en tout cas des... Parce que Link City, c'est ça. Moi, j'y joue, je me dis c'est un party game, on va rigoler. Puis en fait, très vite, je me rends compte que c'est pas ça. Donc je suis un peu dans l'interrogation, je vais me questionner. Je me dis, tiens, j'ai été prise à rebrousse-poil. Enfin, je m'y attendais pas. Oui, on va pouvoir avoir cette force. Enfin, on peut avoir cette démarche... pareil, là c'est encore perso, mais moi dans le podcast je fais des interviews de personnes, principalement des auteurs, moins d'autrices, mais vraiment beaucoup d'auteurs, j'en suis désolée. Je vais discuter avec des personnes justement parce que je pense que j'ai envie de connaître leurs intentions sur leur jeu. Ou quand je fais un format où je vais parler avec Bruno Feduti, des jeux qui l'ont inspiré pour ses propres créations, c'est aussi pour savoir ses intentions quand il crée tel jeu, qu'est-ce qu'il a comme intention derrière, et il va dire en fait j'avais envie de recréer le poker par exemple, et c'est pas si évident. Alors là on n'est pas dans du politique, mais on va chercher son intention, qu'est-ce qu'il avait envie de faire derrière, et c'est vraiment moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est d'essayer de comprendre en fait le propos. Donc oui, vraiment on le fait, enfin en tout cas on essaye. Ça marche, merci. On essaye, oui, je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on essaye beaucoup de faire en interview, et une chose qui est difficile par rapport à ça, c'est que le jeu reste un art collectif, que dans un jeu qui est sorti, il n'y a pas une intention, celle de l'auteur ou de l'autrice, il y a plusieurs intentions qui se sont superposées, qui peuvent parfois être contradictoires les unes avec les autres. Et ça, c'est assez compliqué à mettre à jour, pas parce qu'en fait, les gens derrière continuent à travailler ensemble, ils ne veulent pas se fâcher, et je ne pense pas qu'un auteur ou une autrice va dire frontalement en interview « Bon, là, on m'a gâché mon jeu parce que la maison n'avait pas compris mon intention, moi, je suis venue avec ça et c'est devenu complètement autre chose. » Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à saisir et qui pourtant serait très intéressant à saisir. Ça marche, merci. Je voulais un petit peu réagir par rapport à ce qui vient juste d'être dit à l'instant en rapport à l'intention. Moi, je ne suis pas persuadée qu'il faille toujours aller la chercher, parce que très souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais moi, je n'avais pas d'intention spéciale, c'est juste un jeu, c'est comme ça », alors que quand on le reçoit, on voit bien que cette personne n'avait pas réfléchi à ce qu'elle faisait, et qu'au contraire, je pense qu'en tant que critique, on n'a pas forcément toujours besoin, même il y a beaucoup de moments où c'est pas le travail en fait de la critique forcément d'aller chercher l'intention, c'est plutôt le truc de révéler moi c'est ça que je perçois dans ce jeu-là, c'est ça qu'on reçoit ou qu'on peut recevoir, et t'as pas forcément besoin d'avoir un lien direct avec l'auteur et pour moi c'est ça le travail de la critique, ça va être comme vous disiez tout à l'heure, de pointer du doigt, de montrer, de révéler, et que il n'y a pas besoin d'aller faire une enquête journalistique pour révéler tout ça. Il y avait autre chose qui m'avait fait tiquer un petit peu plus tôt, ça a plus à voir avec ça, mais c'est à un moment donné, Hunt t'a parlé de... comme toi tu reçois les jeux gratuitement, parfois ça te met un peu mal à l'aise de dire bon là je suis en train de dire que le jeu il est super génial mais il coûte 200 balles, et du coup je me sens... t'exprimer un genre de culpabilité, de dire je le trouve super génial, je pense que vous devriez le faire, mais je sais que vous n'avez pas les moyens. Et je pense qu'on peut se détacher de ça, parce que comme tu le disais à propos du beau, à un moment donné, je pense, moi je suis très contente de savoir que tel jeu il est trop bien, parce que dans l'idée du capitalisme et de tout ça, nous dans le milieu du jeu de société, on a quand même énormément de manières de jouer qui sont gratuites, c'est du partage. On n'a pas besoin d'être 4 à posséder le jeu pour y jouer, il suffit d'une personne qui le possède, ou alors on peut l'acheter à plusieurs, se le partager. On a un marché de l'occasion qui est énorme, je pense plus gros que dans plein d'autres milieux. Et du coup, je pense qu'on peut se détacher de ce genre de choses-là quand on fait de la critique. En tout cas, ne pas... c'est important de se poser des questions sur les questions de production, de pourquoi il est cher, de est-ce que ça a vraiment du sens, et de comment le capitalisme fonctionne. Mais
par rapport à la qualité et par rapport à, en tant que critique, est-ce qu'on doit se sentir vraiment influent sur ne sacrifiez pas votre vie pour acheter ce jeu. Je pense qu'on est tous responsables un petit peu de tu nous as dit que c'était bien, bah déjà on va y jouer et puis on sera content de savoir, vu qu'il y a 1500 jeux, on sera content de savoir que celui-là il a l'air d'être sympa, au moins on va aller pouvoir y jouer et on sait qu'on va aller y jouer plus qu'à d'autres et c'est pas grave que ce soit cher dans le cadre de la critique. Je suis d'accord avec toi, effectivement, peut-être que ma dernière phrase allait un peu loin sur ce sujet, c'est juste que dans tout ce qu'on a dit, du fait de savoir d'où on parle et de comprendre sa subjectivité. Oui. Moi, des fois, j'ai pas la réponse à la question est-ce que je trouverais toujours ce jeu super si je l'avais payé ? Eh ben, en fait, il y a sur ces questions-là, il y a des trucs super intéressants. Quand j'ai mis 200 balles dans un jeu, peut-être que je vais plus vouloir justifier après coup à quel point il est bien parce que j'y ai mis 200 balles. Et au contraire, parfois, on est biaisé par ce truc de l'engagement. Et au contraire, parfois, on est plus objectif si on ne l'a pas payé parce qu'on se questionne beaucoup plus de est-ce que je suis en train d'être influencé par ça, alors que quand on a payé de l'argent, on pense que moi je suis objectif parce que c'est moi qui ai fait ce choix, alors que c'est tout à fait l'inverse. Ce que tu dis est très vrai, c'est qu'on observe, si vous allez notamment sur les financements participatifs, vous allez voir les notes des jeux qui sont en financement participatif et vous allez voir leur note BGG et en général vous pouvez enlever au moins un point de la note BGG par rapport, parce que quand on a mis 500 € dans un all-in, etc., et que vous recevez le jeu et que vous apercevez qu'en fait il n'est pas fini et qu'il y a des extensions qui n'ont jamais été testées, qu'il n'y a rien qui va, et voilà, et en plus ça fait 4 ans de toute façon, vous aviez oublié même son existence et ben c'est dur de se dire que en fait on a fait une erreur. On a fait une énorme erreur, donc on va avoir tendance à forcément, un peu comme dans les mécanismes, vous savez, des stages, où on achète des stages, en fait on se aperçoit que c'est pas bien, mais comme on a déjà commandé, on a déjà dépensé de l'argent dans plusieurs stages, on va avoir tendance à continuer parce qu'il y a l'effet d'engagement. C'est très difficile de se désengager. Donc effectivement, il y a cette problématique clairement de si j'ai mis 200 € de mes deniers dans un jeu et que c'est nul, je vais avoir plus de mal à le reconnaître, à me l'avouer, que si j'ai payé le jeu 15 €. C'est évident. Maintenant, c'est d'un biais qu'on a, dont on peut avoir conscience. Je ne sais pas comment on le résout, mais on peut être vigilant là-dessus. Enfin, voilà, mais c'est aussi parce comme on l'a dit, il y a quand même une responsabilité aussi à réfléchir. Enfin, moi, de toute façon, je ne suis pas favorable à l'incitation à l'achat en général, sauf Toulouse Death Medal, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à part ça, vraiment, j'ai vraiment pas envie de le faire, en fait. Et c'est juste parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de manières de jouer au jeu qui ne nécessitent pas de passer à l'achat. Et moi-même, je suis une acheteuse compulsive, donc je sais très bien ce que c'est, comme ce que ça suscite. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas du tout envie de jouer sur cette corde-là. Mais effectivement, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est... Moi, il y a un autre jeu que j'adore. Alors là, surtout ne l'achetez pas parce qu'il coûte une fortune maintenant. C'est Grand Austria Hotel. Ce jeu n'a absolument pas marché à sa sortie. Il devait coûter 40 €. C'est une catastrophe. Funforge l'a vraiment pas vendu. Enfin voilà, c'est un jeu Lookout. Aujourd'hui, ce jeu, il a une cote d'amour énorme. Il est vendu en occasion sur Ocaseo. Il y a quelqu'un qui a mis une annonce. Allez voir, c'est très drôle. Elle est à 18 000 €. Et le commentaire de la personne, c'est « Je fais ça juste pour me faire du pognon et parce que je suis cupide ». Parce qu'en fait, il y a des gens qui vendent des exemplaires de Grand Austria à 120 €. Et 90 €, 95 €, parce qu'il n'y en a plus, le jeu ne s'est plus édité et tout. Et un jour, je reçois un message de quelqu'un qui sait que j'aime beaucoup le jeu et qui me dit « J'en ai trouvé un exemplaire à que 80 €. » Donc moi, je vous dis, le bien, je l'ai payé à l'époque 40. Est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire ? Et je lui réponds « Mais tu as joué au jeu, tu l'aimes vraiment beaucoup ? » Il me dit « Ah non, mais j'y ai jamais joué. » Je lui dis « Bah écoute, vraiment non. Enfin, va y jouer d'abord, puis après, peut-être. » Voilà. C'est un peu pour dire la limite. Moi, je pense que c'est un jeu extraordinaire, mais jamais je conseillerais à qui que ce soit de l'acheter à ce prix-là. Donc, en plus, je ne connais pas sa situation, sans y avoir joué, ça c'est sûr. Mais pour aller dans ton sens, on n'avait pas fait de stats, mais on avait remarqué en tant que critique plateau que quand on présentait des jeux à nos tablés, si on disait c'est pour un test, il faut que j'écrive dessus derrière, les remarques étaient généralement plus négatives que si juste on avait acheté un jeu. Et effectivement, on avait fait 2 hypothèses. La première, c'était tu vas écrire un truc dessus derrière, donc il faut que les commentaires que je te fasse soient intelligents.
Et être intelligent, ça résonne, c'est l'effet Twitter, être intelligent, c'est être méchant. Il y a un truc un peu comme ça quand même qui traîne. Mais l'autre hypothèse était, celui que tu as acheté, il faut quand même que je te dise que tu n'as pas fait une erreur, donc il faut que je sois d'accord avec ton achat. Voilà, on avait posé ces deux hypothèses-là. On n'a pas assez de données pour confirmer, mais ça... Et je suis désolée de monopoliser un petit peu la parole, mais j'ai une dernière réaction. C'était rapport à, bien sûr, je l'ai noté parce que sinon je suis trop stressée et je ne sais plus ce que je voulais dire. Attendez, je vais le retrouver. C'est très rapide. C'était sur, oui, à un moment donné, Paul Garat a parlé de est-ce que il faudrait plus de professionnalisme ou est-ce qu'il faudrait rester comme on est actuellement parce qu'il y a quand même un bon lien entre les gens et c'est agréable et tout le monde se sent peut-être un petit peu plus libre de... Je ne sais pas si j'ai dit ça exactement. Tu as posé la question de est-ce qu'on veut plus de professionnalisme dans le milieu ou pas ? Ouais, en fait, la question, c'est de savoir si le milieu se professionnalise, est-ce que la critique, forcément, va se professionnaliser aussi ? Okay. Mais ça pose d'autres questions parce que ça veut dire qu'une critique professionnelle dont c'est la seule activité ne fait que côtoyer ce milieu, baigne dedans, pas H24, mais enfin, tu vois l'idée. Et de fait, ça veut dire que tout ton environnement, ce ne sont que ces gens-là, et que on peut être la personne, on a tous nos biais, on rencontre les gens, on crée des relations, et donc forcément, on n'a plus le fait de ne pas avoir que ça donne une distance qui est assez moi je trouve assez appréciable en fait. Ça te permet de garder, d'avoir un garde-fou et de te dire, moi ce n'est pas mon milieu professionnel. Je ne suis pas du tout la même personne dans mon milieu professionnel que quand je suis dans le cadre de podcast, parce que ça reste un loisir. Donc, et le fait d'avoir un autre métier me permet aussi d'avoir une autre vision sur d'autres. En plus, je travaille dans un milieu qui est pour le coup très professionnel, donc ça me donne aussi une autre vision, d'autres méthodes, d'autres façons de faire, et qui font que parfois je vois des trucs ici dans le milieu du jeu tellement aberrants. Enfin, voilà. Mais c'est normal parce que c'est d'autres pratiques, etc. Pas du tout les mêmes. Ça, donc je suis partagée là-dessus en fait, parce que oui, et forcément, ce serait bien d'avoir une critique professionnelle qui ait le temps de se former. De se documenter, de bien produire son contenu. Et en même temps, le risque, c'est de vivre dans le même microcosme que les gens que tu vas critiquer. Et de fait, on a tous nos biais. Donc, j'ai pas de bonne formule. Hein. C'est des questions que je soulève, en fait. C'est comment on gère ça après. Moi, à titre perso, l'humain, je sais pas enlever mes biais humains sur les gens, quoi. Et du coup, comme j'aime bien donner mon avis, vas-y. ce que moi j'avais envie de répondre par rapport à ces questionnements-là, c'est que comme vous dites, quand on regarde le milieu de la critique du cinéma ou le milieu de la critique du jeu vidéo, il y a énormément de choses qui sont professionnalisées ou qui ont trouvé plein de manières différentes de se rémunérer, et ça n'a pas du tout empêché. Au contraire, le milieu amateur de continuer à être extrêmement présent quand on voit toutes les vidéos YouTube qui existent pour n'importe quel film ou n'importe quel jeu vidéo, qui soient des critiques de fond ou des critiques juste c'était génial ou c'était nul, que ce soit amateur ou professionnel, les deux, tout existe, et que je crois qu'il y a... C'est important de se poser la question de pour soi, pourquoi on le fait. Est-ce qu'on préfère le faire dans un milieu professionnel ultra fermé, ou d'être un petit peu sur les deux, ou d'être amateur? Pour soi, c'est important, mais de toute façon, on y gagne à ce que, je pense personnellement, on y gagne à ce que plus le métier grossisse, plus il y a de parties professionnelles, ça n'écrasera jamais la partie amateur. On sera toujours là à donf, à être passionné. Ça ne va pas changer. Je ne crois pas que ce soit une peur qu'on doive avoir. De toute façon, il y aura toujours de la présence, quoi qu'il arrive. Voilà, c'était un message d'espoir. On est à la fin, 13h. Parce que du coup, j'ai envie de revenir là-dessus, parce qu'en fait, c'est pour qui on est critique ludique. A priori, on n'est pas critique ludique comme on fait un unboxing pour donner envie d'acheter, on n'est pas un guide d'achat, etc. Bon, j'ai bien compris tout ce qui a été dit. Donc on est critique ludique comme on est documentaliste, comme on est science de l'histoire du jeu ludique. Apparemment, il faut avoir des grilles d'analyse, il faut avoir une connaissance historique du milieu, comme un critique... vidéoludique, mais même d'art quelque part. Il y a des courants d'ailleurs, il y a des nouvelles mécaniques qui émergent. Il y a une nouvelle mécanique qui émerge, ça y est, pendant 5 ans, on va se la manger pour notre plus grand plaisir. Donc,
pardon, mais vous avez des compétences transverses qui vous permettent de faire ça, justement parce que c'est pas votre métier principal et parce que vous venez d'autres métiers, alors sociologue, voilà, Paul Gara aussi un autre métier, je te laisserai en parler si tu veux en parler, mais moi, c'est pour ça que je posais la question de la transmission, ça revient là, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que n'importe qui peut apprendre à partir de n'importe quel métier ou de n'importe quel parcours votre métier ? Est-ce que, parce que tu parlais d'inspiration, de dire, ok, si nous on peut donner de l'inspiration, représentation, ça je suis d'accord, effectivement, ça ne peut que aller dans le bon sens. Est-ce que c'est suffisant ? Et pour moi, effectivement, quand je vois par exemple les critiques vidéoludiques, il a fallu quand même attendre des années, des dizaines d'années avant d'avoir des critiques vidéoludiques, on va dire, dignes de ce nom aussi, ou en tout cas pas juste des gamers qui ont passé 20 ans à jouer et donc qui ont au moins la connaissance historique, mais au moins les grilles d'analyse. Alors aujourd'hui, elles sont qualitatives, pour peu qu'on sache où chercher, mais elles ont mis du temps à arriver dans le milieu ludique. Pour moi, la solution, quelque part, pour ne pas être justement dans coller avec les éditeurs, coller avec les auteurs, coller avec les distributeurs, c'est d'avoir cette dimension scientifique de la chose, de dimension, notre neutralité, même si on n'est jamais neutre, évidemment, mais elle est dans... j'ai une grille d'analyse, alors peut-être je serai de mauvaise humeur ce jour-là ou pas, mais peu importe, j'ai une grille d'analyse, voilà. Mais ça, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Je veux dire, moi, je pourrais pas. Il me faudrait une formation. Il faudrait que je comprenne la chose. J'ai beau regarder peut-être toutes les vidéos ou écouter tous les podcasts, je ne saurais pas forcément faire comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une technicité, et cette technicité, c'est pour ça que je reviens sur la transmission. Mais je ne sais pas où elle va. Mais moi, il me semble que on est dans un milieu qui est, on le sait, encore beaucoup rempli de passionnés, d'amateurs, etc. Et c'est cool, parce que ça veut dire que ça reste une culture partagée, relativement populaire, même si, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de CSP+. Je ne pense pas que cette technicité, elle doit forcément être acquise par une forme de formation, parce que les ressources intellectuelles ou que tu peux trouver, académiques, universitaires, etc., elles sont dispo. Et en fait, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est de la curiosité. À mon sens. Je peux parler que de mon exemple personnel. Moi, j'ai Bac+2 en vrai de graphiste. Et parce que le sujet m'intéressait, j'ai été trouver des ressources sur Internet. Tu en as parlé, tu as dû faire ça aussi, etc. C'est pas facile de lire des papiers universitaires, je suis d'accord. Mais en fait, si vraiment ça t'intéresse et que tu es curieux, en vrai, c'est possible, je pense. C'est vraiment loin d'être inaccessible. Donc je pense que même sans formation, il est possible pour les passionnés que nous sommes, et comme le milieu de jeux de société s'est construit sur une passion commune, il est possible d'acquérir ces grilles d'analyse sans forcément... Enfin, c'est pas inaccessible, c'est pas si technique, et même sans formation, je pense que c'est réellement possible. Voilà, c'est à mon sens. Je sais pas si écoute, c'est drôle que tu aies dit ça, parce que j'allais dire que c'était la curiosité avant tout qui permettait de le faire. Parce qu'il y a l'apprentissage empirique qui est quand même possible. On n'est pas comme si... Tu parlais de mon autre métier. Dans mon autre métier, je fais de la fiscalité. La fiscalité, même avec toute la meilleure curiosité du monde, si vous n'avez pas fait une fac de droit et un master de fiscalité, je pense que vous n'y arriverez pas. Parce que pour le coup, c'est un métier technique qui s'apprend techniquement. Il n'y a pas cette possibilité. Et puis parce qu'il y a pas la subjectivité existe, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le droit. Mais c'est pas exactement, il s'exprime pas exactement de la même manière. On ne parle pas exactement de la même chose. On n'est pas dans, pour le coup, il n'y a pas d'émotion. Je vous rassure, j'ai pas d'émotion quand je calcule des plus-values de cession de titres de participation. Et là, déjà, vous avez envie de mourir rien que quand j'ai dit cette phrase. Donc voilà, là, tu es obligé d'aller faire. Il faut aller. Et d'ailleurs, il y a des métiers qu'on peut pas faire sans un diplôme spécifique pour des raisons réglementaires et tout. S'intéresser, parler du jeu. Avec cette démarche de critique, tu peux le faire si tu as la curiosité, comme d'aller rejouer. Quand tu fais ce cheminement, on a tous fait ce cheminement de on découvre le hobby, on joue à des jeux, et à un moment on revient en arrière et on va jouer à tous les vieux jeux obscurs allemands qu'on trouve avec des couvertures horribles, et on fait qu'est-ce que c'est moche, ça doit être trop bien. Voilà, on a tous connu ça, et c'est cette curiosité. Il y a des joueurs et joueuses qui n'ont pas envie de le faire, libre à eux ou libre à elles, mais si tu as cette curiosité, et en fait, au-delà de la curiosité, en fait, il faut avoir le désir de le faire. Voilà. Et si tu n'as pas ce désir de le faire, ça ne marchera pas. Tout le monde n'a pas envie. Voilà. Il ne faut pas se l'imposer si ce n'est pas conforme à nos attentes. Je pense que ça, si on a le désir, la curiosité et aussi un peu de temps, voilà, il faut le faire. Mais ce n'est pas une obligation.
Enfin, faut pas se le mettre comme obligatoire. On a aussi le droit de se dire que on n'a pas envie d'aller jouer à Hamburgum de McGertz, qui a une des couves les plus moches du monde, et voilà, et ressortir, faire les tourner sur Occaso les vieux jeux, enfin ce genre de choses, parce qui sont importantes quand on est critique pour aller enrichir notre connaissance du jeu. Mais voilà, on a le droit on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes attentes, les mêmes envies, donc ouais, curiosité et désir, c'est pour moi les choses les plus importantes.